Je suis très content d'être parmi vous dans cette belle université, d'autant que j'habite en partie dans l'Oise. On a notre centre de recherche à Pierrefonds, qui a 2 pas, vous voyez, on reçoit un peu le monde entier. Donc, pour parler d'enjeux de l'innovation et de l'ère numérique, soulever quelques points. Moi, j'ai la chance d'enseigner un peu dans le monde entier par l'Institut, de faire travailler la recherche pour une 50aine de leaders mondiaux qui s'appelle le Club de Paris des directeurs d'innovation. Et je réalise les mardis de l'innovation qui sont un cours interétablissement diffusé dans 110 pays. Alors, innovation numérique et créativité, je soulèverai 3 points. Je ne les démontrerai pas, je les évoquerai, mais je vais sur les pistes qu'on ressent comme étant les plus importantes actuelles ou qui portent question. 1. L'ampleur de la révolution des NTICI, vous voyez, je n'ai pas mis digital, je vais dire pourquoi. Nouvelles technologies de l'information, de la communication et de l'intelligence, de la vague de destruction créative qui en découle, qui est pas sans précédent, mais enfin qui est d'une taille considérable. Une période d'innovation radicale à peine amorcée, et le passage difficile d'une révolution technologique à une nouvelle ère de progrès. Et là, la France est en décalage par rapport un peu au reste du monde, très technophile, très technocentré. À Bruxelles, on dit techno-chiant à la française. Donc, pourquoi avant, vous savez, il y a une phrase qu'on fait de la recherche en innovation qu'on ne traduit pas du français à l'anglais, c'est comme baiser volé ou rendez-vous parce que c'est d'origine française. C'est succès technologique, échec commercial, parce que tous les grands cas sont français. On dit Concorde, plan calcul, aérotrain, Superphénix. Donc on revient un peu toujours sur ce problème de succès technologique. Or, échec commercial, c'est échec sociétal. Ça veut dire qu'on n'a pas écouté la société. Alors, ampleur de la révolution des NTICI, de la vague de destruction créative. Alors voilà, digital, on l'a ramené, mais digital, c'est des 1, des 0. Maintenant, c'est presque une commodity. Tout passe par des 1 et des 0. On dit c'est plus tellement ça qui fait le break, c'est l'utilisation qui en est faite avec d'autres technologies, nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais ce n'est pas tellement information-communication, c'est géré, c'est surtout l'aspect intelligence. Je prends un exemple ici parmi une 40aine de technologies en mouvement rapide, mémoire vive, intelligence artificielle, vous voyez c'est en jaune, moteur de recherche, conception assistée par ordinateur, système expert, langage universel, image de synthèse, traducteur. Sachez qu'il y a une 30aine d'années, mettons 40 pour être sûr, tout ce qui était la mémoire, l'intelligence, la recherche, la conception, l'expertise, le langage, la synthèse, la traduction n'étaient faits que par le cerveau humain. Et donc, pour la première fois, on a une vague d'innovation qui touche directement les connaissances de l'esprit humain et ça pose des problèmes de fond qui étaient vus tout de suite d'ailleurs au début de la vague. Vous voyez, ça sera un neuropsychologue qui par là dirait « Moi, je peux vous y dire exactement où dans le cerveau est la mémoire, la logique, le calcul, la recherche, le tri, le classement, la sélection, la traduction, la reconnaissance, etc. » Parce que quand quelqu'un a reçu une balle là, il ne reconnaissait plus sa mère, donc on sait que c'est là. Enfin, je passe sur les points. Et donc, on a tout un tas de techniques, des mémoires. Là, j'ai une mémoire flash, vous voyez, c'est pratique. Ou bien de recherche. Je fais, par exemple, technologie sur Google. Ça va me dire 1,247 milliard de documents trouvés, recherche faite en 0 seconde. 2. Voilà, donc, c'est un très bon outil. Moi, j'ai connu la bibliothèque Sainte-Geneviève, il fallait une demi-heure pour avoir un bouquin quand même. Bon, voilà. Donc, ça bouge dans tout ça à une vitesse spectaculaire. Et là, je ne sais pas mytho, il y en a une quarantaine de technos majeurs. Première question tout de suite, ça pose, on dit mais ça va remplacer les personnes. Parce que beaucoup de gens, c'est leur métier au quotidien, ils traitent des chèques, ils font de la... Et d'autres ont dit non, ça va donner des outils gigantesques puisque je m'appuie sur des engins maîtres du monde. En fait, c'est les deux et ça pose problème. Parce que individuellement, ça mène à des petites techniques spéciales, un logiciel, un outil de calcul, un outil de tri de recherche, tout. Mais comme dans le cerveau humain, c'est la combinaison qui donne des choses révolutionnaires. C'est-à-dire ça se combine, comme on fait, et ça mène à des systèmes complexes. Pilotage automatique, pilote automatique. Il y a même 3 avions qui sont tombés dans le monde sur un conflit entre le pilote et le pilote automatique. Il y avait bien 2 pilotes dans l'avion, si vous voulez. Donc, c'est plus de la rigolade, c'est vraiment élevé. Rééducation et du contrôle commande, CRM, PLL, SOA, Avatar, etc. Donc, il arrive des objets extrêmement sophistiqués, très proches de l'intelligence humaine, en concurrence et en complémentarité. Et on va voir que ça, on est loin d'avoir maîtrisé l'ampleur de cette vague. Là-dedans, ce qui est digital 1.0, c'est pour mémoire. Ce n'est pas le point le plus important.
je dirais, c'est maîtrisé depuis 4 siècles. C'est pas ça qui fait la différence. C'est Leibniz qui a créé le langage digital. Enfin, je veux dire, c'est pas tellement là que ça bouge. On a dit digital, mais on dit oui, mais ça sous-entend plein de choses. Oui, mais ça sous-entend des choses qui sont de la thermodynamique, qui sont du matériau, qui sont des hautes températures, qui sont tout un tas de techniques qui viennent aussi en complément. Alors, phénomène vague, destruction créative. L'UTC enseigne l'innovation, je n'ai pas besoin de rappeler, mais alors quelle belle démonstration, quelle étude de cas sur le phénomène de destruction créative. Un monde se termine, un nouveau monde émerge, nous disait Schumpeter, et il disait bien avant, destruction créative et pas création destructive. La destruction arrive avant la création. On l'a observé sur 14 vagues, depuis le siècle de Périclès, ça ne se fait pas complètement en réel. Donc il y a un moment où le monde bascule, et l'inversion de la courbe du chômage, en simplifiant, à quel moment on va en créer plus qu'on en détruit, de façon assez simple. Alors, innovation, on est en période qu'on appelle l'innovation de rupture. Aucun fabricant de bougies n'est devenu fabricant de lampes, pour rappeler. Mais aucune poste dans le monde n'a pu jouer un rôle dans le email. On voit une enveloppe qui fait ça, mais il n'y a pas de facteur derrière. On connaît bien la poste. Quand vous en avez 125 000, ça vous interpelle au niveau du vécu, tout simplement. Donc, on est dans une vague d'innovation radicale. Alors, si on revient, innovation simple, pousser de la recherche, recherche appliquée, fonctionnalité, etc. Technical push, on va voir ça pousse, comme ça a rarement poussé. De l'autre côté, tout au bout, l'individu, dans ses rêves, ses désirs, ses souhaits, ses idéaux et tout, ce qu'il aimerait, ce qu'il souhaiterait, etc. Market pool, je ne sais pas qui a fait ça, ça devait être un prof qui avait un article à faire, il avait push, il a mis pool. On n'a jamais vu un marché qui a poulé, entre nous. Un marché porteur, c'est que quelqu'un l'a porté. Ce n'est pas l'individu qui va définir à la place de celui qui met, donc il faut aller comprendre, l'analyser. C'est de l'anthropologie, c'est de la sociologie, c'est du marketing, c'est très sophistiqué. Sinon, on est dans le succès technique et échelle sociétale. C'est-à-dire qu'on a fait ça pour de rire, pour s'amuser. La synthèse des deux. On dit que l'innovation, c'est intégrer le meilleur état des connaissances. Il n'y a pas de place pour un retard dans les connaissances. Les intégrer dans un produit ou un système créatif, parce que les connaissances ne s'organisent pas toutes seules. On sait depuis Pasteur qu'il n'y a pas de génération spontanée. Vous mettez 50 équipes d'ingénieurs, ça vous donne 50 standards. Donc il y a bien création avec ça. Dans quel objectif? Aller plus loin dans la satisfaction des individus, de la société. Sinon, on n'est pas là pour emmerder le monde, on n'est pas là pour faire pire, si vous voulez. Et donc, pousser scientifique, si on avait moins de lumière, ça serait mieux parce qu'on ne voit rien. Pousser scientifique et technique, de l'autre côté, attendre de la société. Ce point de contact qui dit, c'est ce que je peux faire de mieux pour ce que vous désirez le plus profondément, c'est l'innovation. Comme la technique pousse tous les jours, il bouge tout le temps. Je vous donne un exemple dans les imprimantes. Moi et ceux qui ont des cheveux blancs comme moi, vous êtes à la 9e génération d'imprimantes, pour info. Vous aviez la machine à écrire électrique, l'IBM à boule, la marguerite, la matrice, le jet d'encre, la bulle d'encre, le laser noir et blanc, le laser couleur, l'imprimante tactile, et on est à la 3e génération d'imprimante 3D. Bon. Donc vous voyez, ça pousse, grave, diraient les gamins d'ailleurs. Et ce qui fait que, et je passe sur toutes les boîtes qui sont cassées la gueule au passage, IBM ne fait plus l'IBM à boule, évidemment. Donc on a une remise en question, à la limite tous les jours, si on intégrait le dernier état des connaissances de la veille, on ferait quelque chose de nouveau. Ce qui est un côté, alors voilà, ça emmène que certains vous disent, mais il n'y aurait pas obsolescence programmée quelque part. Vous avez des gens inquiets qui vont se dire, mais vous, en fait, vous détruisez aussi vite que vous faites sans un vrai gain, en fait. Ça ouvre des questions. Les gens au niveau de l'écologie ou de l'utilisation des fonctionnalités. À chaque fois, je prends un des ceux qui accélèrent le plus, c'est un risque. Il y a des boîtes qui ferment, vous avez vu dans la région, Philips s'est fermé, par exemple, et puis des nouvelles opportunités. Mais il y a bien destruction et création, comme on l'avait vu. Alors je vous montre, l'IP est mort, c'était la leader mondiale, Swatch l'a remplacé, Swissair, plus grande, riche compagnie d'Europe, remplacée par EasyJet, première compagnie d'Europe. Manu France, c'était son dernier, il avait 40% de l'outdoor européen. Oxylane, je crois qu'ils parleront, groupe Decathlon est devenu leader, 47 000 personnes, moyenne d'âge 27 ans, enfin, frais comme un gardon. Donc destruction créative, on est au cœur du système. Alors, est-ce que c'est important? Oui, moi j'ai été professeur, j'avais une chaire au Conservatoire national des arts et métiers. C'est notre boulot d'enseigner que le progrès technique ne tue pas l'emploi. Ça, je sais faire. Par exemple, ça, c'est un central téléphonique de l'année de ma naissance, donc il n'est pas vieux, vous l'accordez. Bon. Et parce que c'était des dames qui mettaient ça, c'était plus sympa, les dames étaient plus sympas. Elles disaient bonjour, etc. Si on avait gardé cette technique-là, on a fait le calcul, 2 fois la population féminine française ne suffirait pas à passer le trafic actuel. Donc à un moment, il faut que l'histoire bouge. N'empêche que quand on a fermé Centrale, là vous voyez qu'une Nîmes, il y avait 240 personnes, on fermait, le maire a défilé avec son bandeau en disant on ferme le centre de... Et c'est vrai.
Et que vont devenir ces dames? Certaines sont parties vers la grande distribution, mais tout le monde n'a pas retrouvé du boulot. Donc à la fois, généralement, on dit oui, il faut bien que l'histoire, on n'arrête pas le progrès, mais on a un passage difficile. Il va falloir reformer les gens, on est dans ce contexte, et d'ailleurs pour le digital, ça fait très fort. Secteur en croissance explosive, mais toutefois modeste. L'ANR nous avait demandé, moi je viens de la due diligence, de chiffrer la destruction et la création d'emplois dans le digital. Il y a 2 comptes sur le web, une qui a été donnée à la Villette, l'autre à la fondation Mines Paris Tech, pour une mesure. Où en est-on réellement? Et quand est-ce que ça redémarre? On s'est topé tous les travaux américains et autres. Alors, côté très positif, Claude, le gap de manque de compétences à 2020, manque d'ingénieurs maîtrisant les NTIC, plus de 100 000 par an en Europe, 900 000 d'ici 2020, etc. Il y a 29 millions de chômeurs en Europe, pour info, donc c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. On anticipe de tripler le nombre d'ingénieurs sur à peu près 20 ans, ce qui s'était jamais passé. C'est énorme, on en manque, mais les ingénieurs, c'est 3% de la population. Donc c'est important, c'est fondamental. Ça ne couvre pas tout, si vous voulez. Je passe sur toutes les European Application Economy. On a mesuré les applis. Quand il y avait 800 000 applis sur iPhone, moyenne d'emploi par appli, 0,2 emplois, 5 applis pour un emploi. Plus première appli en formation de création d'emploi, Angry Birds, 645 personnes. Utilisé d'ailleurs comme la NSA, comme support par ailleurs. On va apprendre qu'Angry Birds, en fait, c'est un support. Et après, suit 10 jeux vidéo dont l'apport à l'évolution de l'humanité n'est pas tout de suite évident en première analyse, en fait. Bon, donc, ça, c'est ce qu'on appelle la poussée technologique, qui arrive d'un côté. Alors, le marché de toutes les applications, à horizon 2013, les boulots techniques qu'on connaît, indirect, on met des coefficients multiplicateurs, tous les jobs, Europe, 794 millions. 794 000, excusez-moi. Je vous dis, le compte n'est pas tout à fait vis-à-vis du chômage. Par ailleurs, alors aucune étude en France ne vous dit création-destruction. On traitant dans le net économie, Amazon a créé, combien chez les libraires ça a dégagé, je ne sais pas trop. On crée dans le e-commerce, il y a 485 000 caissières encore en France. Voilà, juste, elles partent pas, parce qu'elles vont rester. Il faut faire la part des deux, sinon on va vers un clash, si vous voulez. Bien cerner à quel moment ça passe et qui passe de où à quoi dans ce grand tourbillon. Et le rythme est élevé, ce n'est pas stabilisé. Je vous montre ici, par exemple, un rythme Motorola dégagé, maintenant il est chinois, il est passé par Google, Nokia out, BlackBerry, Research in Motion, la recherche n'était pas tant en mouvement que ça, vu que visiblement ça s'est arrêté. Apple et aujourd'hui Samsung qui a 2/3 du marché. Donc le rythme est sévère. Nous, pour les grandes entreprises, ce n'est pas une rigolade l'innovation. Ils savent que le risque est très important. On peut avoir dominé une génération, mais ça dure quelques années, 5, 7 ans, guère plus. Il faut relancer la machine. Vous voyez, Nortel, c'était la plus grosse capitalisation au Canada. Je n'enseigne pas au Canada. Voilà. Ils ont été valorisés 49 milliards de dollars, ils ont été vendus 25 millions. Et puis le portefeuille de brevets séparé, vendu quelques milliards. La fin d'un grand leader mondial. Alors, il y a 5 ans, ils ont été remplacés comme première valeur à la bourse canadienne par Research in Motion, RIM, BlackBerry. Dégagés, ils ont perdu 95% de leur valeur. Donc, pour les entreprises, le phénomène destruction créative, c'est quelque chose d'une violence extrêmement grande. Ce n'est pas une théorie, c'est une observation directe. On l'a vu en formant chez PSA, vous ratez une vague, un pack d'Inno, il faudra venir dans 5 ans avec des voitures plus adaptées, alors que PSA a les meilleures recherches au monde en auto. Le meilleur réseau avec les laboratoires les plus performants de la Terre. Donc ce n'est pas un défaut de recherche, c'est la synthèse qui n'est pas bonne. Correspond aux voitures qu'on voulait dans les années 80-90. C'est ça le vrai problème. Alors, et puis destruction n'entraîne pas automatiquement la création. Nous, sur une mutation qui n'était pas si grave que ça, le passage de la 2G à la 3G, une nouvelle génération d'ordi, on a perdu nos 7 maîtres d'œuvre comme un seul homme. Matra, Alcatel, Sagem, Bull, Thomson, Matra, dans les ordinateurs. Aujourd'hui, ce qui se vend, c'est des ordinateurs, des tablettes et des portables. Le marché est là. On avait 3 qui étaient bons, ils n'étaient pas mauvais, ils sont battus comme des chiens. Sagem, la dernière année où il était présent, il a mis autant d'R&D que Nokia, pour vous donner une idée. Bull avait racheté le fournisseur des PC de l'armée américaine, il avait racheté aussi celui qui faisait du grand public et tout. Ils ont dégagé, pas remplacé. On a perdu à peu près 245 000 emplois dans la filière
Vous voyez les objets que vous avez là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de TO9 de Thomson ou de machin comme ça. Alors on va dire, oui, le départ, il y a des nouveaux, il y a des petits nouveaux, il y a Parrot, il y a Lassie, il y a Weezing, il y a Skyboard, tout ça. C'est des petits nouveaux pour l'instant. C'est-à-dire de l'ordre de 150 emplois en France, à peu près, et puis plus en Chine. Hein. Et donc on est dans cette vague. Le problème du maintien des leaders est aussi important que celui des start-up. Hein. C'est-à-dire, si un grand groupe il dégage à chaque fois, vous savez, ça fait beaucoup de dégâts. Et pour lui, c'est difficile. Il a formé des gens dans les années 70 ou 80. Il faut reformer tout le monde, il faut adapter. Parce que avant qu'une petite boîte refasse la taille d'un Alcatel était aussi gros de Siemens qui pèse 400 000 personnes. Vous voyez, aujourd'hui, c'est une ombre. Hein. Et on a ce phénomène, vous voyez, par exemple, la publicité dans les journaux, hein, ça tombe comme une pierre. La publicité sur le web, c'est la partie entre le bleu et le rouge. Donc on dit destruction, oui, création, oui. Bon, il faut le temps que ça se mette en place. Hein. Voilà. Google a pris la place, hein, je passe. Ils vendent de musique enregistrée en France. En rouge, c'est physique, c'est des CD, c'est tout ça, des cassettes. En vert, c'est du numérique. Donc, vous voyez, vert, ça monte. L'économie numérique monte. Elle va croiser l'autre. Ce n'est pas encore fait, puisque le total des deux baisse. Hein. On ne peut pas raconter de blagues, il faut partir de la réalité. Sinon, il y a un tel décalage avec le ressenti des gens, avec leur boulot, qui vous disent, oui, mais attendez, vous rêvez en couleur. Donc, on est dans ce phénomène. Vous voyez, Virgin, pourtant, qui n'est pas mauvais. Hein. Virgin, je peux vous dire, vous voyez, en haut, les ventes de Virgin, en bas, c'est une montée d'Amazon. Hein, destruction de l'un, création de l'autre côté. Hein, au niveau d'aujourd'hui, on a perdu 13 000 libraires, là, en 5 ans, dans la librairie. Hein, on fait des données, c'était des beaux métiers. Ils étaient libraires, je suis peut-être moins bon qu'Amazon pour vendre des bouquins moins chers, mais enfin, j'étais libraire, quoi. Je connaissais mon métier. Et donc, voilà. Et on a créé, mais pas autant. Du coup, on aide Amazon à s'installer en France et on aide les libraires à mourir moins vite. En attendant, on donne des deux côtés. Hein, et voilà, et c'est ça Amazon, hein, c'est juste, les gens disent, c'est pas l'idée que je me faisais de la librairie. Aux États-Unis, on dit ça, il faut oublier, c'est la maladie infantile du digital. C'est la première génération de business model. Hein, on va passer à autre chose, qui est plus en harmonie avec ce qu'attend la société. Hein. Voilà, c'est ça. Vous dites, bon, moi j'aimais bien le Furet du Nord, hein, voilà, j'aimais bien aussi chapitre.com. Hein, j'aimais bien aussi. Voilà, sachez que pour les gens, c'est un vécu difficile. Pour les gens qui font l'instrumentation de musique, c'est en train de dégager. Chez Paul Becher, si vous voulez une guitare, il y en a 480 qui vous disent 2 clients ce samedi matin. Les gens viennent l'essayer, et puis après, ils flashent le code. Donc, je fournis bien le service, mais je n'ai pas la vente. Et je ne serai pas leader sur le web. Donc, en ce moment, la société est le cul entre deux chaises. Et les Américains vous disent encore, quand ça va monter plus, vous allez voir. De votre centre-ville, il n'y aura plus que Sarenza, il n'y aura plus de librairie et tout. Vous prendrez des mesures, comme vous avez fait les lois Royer, pour dire qu'il faut quand même garder des trucs en ville. Par rapport à la grande DIB, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, ne croyez pas que c'est réglé comme ça en disant c'est digital, ça a balayé. C'est la première génération du digital qui n'est pas la plus rigolote, hein, qui est l'utilisation de la rationalité. Vous voyez, Paru Vendu qui a disparu, c'est quand même 1650 emplois qu'on a dégagés. Moi, je fais de la formation pour le Bon Coin, c'est 372. Voilà, juste pour savoir. Voilà. Et ça dépote plus que Paru Vendu, hein, je peux vous dire. C'est un gigantesque groupe. Bon Coin, ça encore un café parisien. C'est un groupe multinational très, très puissant, comme vous savez. Donc, on est au cœur, aujourd'hui, de la destruction créative qui secoue la société. Hein, avec des gens qui sont du bon côté, avec tout un tas d'emplois high-tech, etc., d'autres qui se demandent ce qu'ils vont devenir. Alors, sachez qu'aux États-Unis, moi, on travaille beaucoup avec Stanford et MIT, d'autres écoles. Cette année, ça tombe. Alors, tout le monde s'interroge parce qu'ils ont un temps d'avance. Si vous dites que vous êtes à 9% sur le web, quand vous allez passer à 25%, vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Alors, retour d'interrogation lourde sur l'impact de la vague technologique. Quand est-ce que va se faire le croisement, en clair, hein? Même les plus techno-optimistes, je pense les gens du MIT, de Stanford, ils ont des doutes aujourd'hui parce que ça ne se passe pas comme on l'avait anticipé. Qu'est-ce qui ne se passe pas comme on l'avait anticipé, en fait? Alors, monter des automatismes. Bon, on a viré 130 000 personnes qui relevaient des compteurs, si vous voulez, et je vais après, mais c'est d'une efficacité redoutable, les nouvelles technologies, information et communication. Dans un premier temps, ça sert à rationaliser. Rationaliser, c'est-à-dire, vous dites, là, il y avait 200 personnes, 3 le font. C'est totalement automatique, il n'y a plus de papier, donc c'est le back-office. Ce n'est pas un secteur, ça arrive dans tous les bureaux de tout le monde, si vous voulez. Ça traverse comme ça par derrière. Tous les self-service automatiques, par exemple, American Express a choqué les États-Unis. C'est une des plus belles boîtes américaines, elle n'a jamais licencié de sa vie. Et à l'été 2013, ils disent on va licencier 5400 personnes dans notre service voyage.
Vous savez, American Express, il y a un corner voyage, l'un des plus beaux de la Terre. Il dit maintenant, ça fait 10 ans que la plateforme voyage tourne, on va abandonner le fait d'avoir du physique, donc 4000. Et c'est des gens qui connaissaient bien leur boulot. On voit, nous, avec Crédit Agricole, qui ferme 2/3 de ses agences à Paris. Donc voilà, on est dans les deux. On dit, mais fondamentalement, ça va aller mieux, c'est ce que je pense. Hein. Mais pas tout de suite, parce qu'on a du retard dans la synthèse des nouvelles choses. On n'a pas de beau business model qui monte, et on va voir d'où la théorie de l'innovation gap qui balaie la Terre en ce moment. Tous nos plus grands économistes adhèrent à la vision de l'innovation gap. Question ouverte. Alors, en ce moment, je vous montre juste les titres des plus grandes revues américaines, des plus grands analystes. Voilà, Harvard Business Review qui dit, voilà, plus de destruction que de création. Voilà, hein, sorti 2012. Alors, quel est le problème de fond, en fait? Le problème qu'on n'attendait pas. Donc, vous voyez, on dit perte 7,5 millions d'emplois sur 5 ans, gain 3,5 millions, c'est pas encore ça, mais ça va se croiser. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on divise en 3 parties. Ceux qui gagnent plus de 68 000 $, c'est des gens ingénieurs, hauts cadres, etc. Hein. Après, il y a ceux qui sont la classe moyenne, qui gagnent entre 38 000 et 68 000 $. Et en dessous, c'est ceux qui ne sont pas bien payés. Hein. Le problème, c'est que l'arrivée des nouveaux emplois touche beaucoup la classe en haut, au point qu'on la voit peut-être doubler, voire tripler dans certains pays. Beaucoup d'emplois très médiocres. Apple, la moyenne des salaires chez Apple, elle est 15 000 $ en dessous de la moyenne du salaire américain. Voilà. À cause de quoi ils sont plombés par les Apple Store, on est horriblement mal payé uniquement si on vend. Mais les développeurs d'Apple gagnent bien leur vie. Amazon, c'est 110 000 emplois, donc 90 000, beaucoup moins bien payés que la grande distribution, voyez, hein, parce que c'est du stockage et des choses comme ça. Et donc on dit, on est en train d'arracher la classe moyenne. Ça, c'est l'inquiétude actuellement dominante, parce qu'on dit, oui, mais ça remplace des métiers. Ben non, libraire, c'est un vrai métier. Traducteur, c'est un vrai métier. Et quelqu'un qui évalue des œuvres d'art, c'est un vrai métier. C'est pas du si bas de gamme que ça, puisque c'est des technologies sur l'intelligence, sur l'analyse et sur la réflexion. Et voyez ce qu'était Christensen, vous connaissez les grands. Vous dites, voyez où ça tape là, entre les salaires les plus élevés et les salaires les moins élevés. Et là, ça détruit à toute pompe. Et donc là, quand est-ce qu'on va retrouver ces boulots-là? On dit, oui, mais comment je serai caissière dans le monde du digital? Non, il n'y a plus de caissière, donc je ne serai plus caissière. Autre chose. Quoi? Question principale. Nous, on nous dit, moi je sais monter les programmes de formation pour les grands groupes, on dit qu'il faut gazer droit à un salaire ou à un emploi ou à une formation. Question, on les forme à quoi? Question, on les forme à quoi? 104 000 caissières chez Carrefour, on va passer à 15 000, on les forme à quoi? Point barre. Et on n'en est pas sûr. Aujourd'hui, c'est les métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Bien, je les forme à quoi alors? Devenir aide-soignante, ce n'est pas leur vocation, ils n'apporteront pas l'argent. Donc en ce moment, sachez que la société est beaucoup plus inquiète que les gens du digital. Parce qu'elle ne le vit pas pareil. Hein, voilà. Et voilà tous les bouquins. Business Insider, les Américains, très techno-optimistes. Computer Technology détruit vos jobs. Comment la Digital Revolution kill your job plus vite qu'elle n'en crée des nouveaux. Hein, les grands analystes, voilà. Comment le iPhone tue vos jobs. Moi, je vais aux États-Unis, il y a des choses qu'on ne voit pas ici, avec des affiches des syndicats dans l'usine marquée Digital kills your job. Voilà. Nous, on n'a pas ça. Ça viendra dans 4-5 ans. Sauf si on a résolu le problème, c'est-à-dire que digital ne kills plus your job. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore bien fait. Hein. Et voilà, Dallas, est-ce que les machines vont prendre votre job? Comment voilà, les jobs de la middle class sont remplacés par la techno? Alors de base, ça allait, mais middle class, ça passe pas. Ça ne passe pas le fait que ce soit la middle class. Hein. Et voilà, est-ce que les machines remplacent vos jobs, middle cap jobs, voilà, sont remplacés de plus en plus par des technos avec tout un tas d'exemples. Cette année, c'est 80% des articles qui tapaient sur l'économie digitale en disant vous ne délivrez pas, puis vous ne payez pas d'impôts en plus, puis vous employez les gens mal. Et on parle déjà d'une deuxième génération du ouais, alors que nous, on est encore dans la première, de mon ressenti. Et voilà, comme ça, est-ce que ça va faire avec tout un truc de ce genre? Donc je passe, débat très ouvert, beaucoup de chiffrage, MIT a tout chiffré, Stanford a tout chiffré, quand est-ce que ça va ressortir? Les meilleurs disent, mais ça prendra 5 ans, et il faut accélérer la formation, faire connaître les nouvelles technologies aux métiers pour qu'ils se les approprient. D'autres disent, oh, c'est 10 ans, mais 10 ans, ça passe pas 10 ans. 10 ans, vous avez des gens au pouvoir qui ne sont pas ceux qu'on veut. Alors, est-ce qu'il arrive des innovations radicales, puisqu'on parle de vagues d'innovation radicales? Alors, juste petit rappel, une vague d'innovation radicale, on l'a modélisée sur 14 vagues. Hein. D'abord, il y a une poussée scientifique. La poussée scientifique est toujours, mais disons que le buffer scientifique s'accumule. On accumule des connaissances et des savoirs.
qu'on n'utilise pas tout de suite parce qu'on ne change pas les machines comme ça. Deuxième temps, révolution technologique. On agrège les sciences en technologie. Il arrive des technologies nouvelles, du RFID, du GPS, enfin, des technos qui sont déjà une combinaison complexe de sciences. Quand vous faites les liens, il y a 300, 400, 500 labos derrière, mais ça vous donne une techno solide, puissante. À partir de là, on a en fin de période une synthèse assez violente, en fait. Qu'est-ce qui est le plus ressenti par la société? C'est-à-dire que là, on a destruction créative, c'est-à-dire qu'on remplace ce qui dégage par ce qui est nouveau, parce que c'est au point. On a pu combiner tout ça dans un avion qui vole, un véhicule automobile, un exosquelette, un cœur artificiel. Il arrive des choses qu'on n'avait jamais vues. Crise financière, parce qu'on dévalorise tout ce qu'il y avait avant. On perd 20-25% du PNB dans ces grandes vagues-là. Nouvelles valeurs, les nouvelles valeurs qui montent, Google, machin, ce que vous voulez. Donc, crise violentissime. La Renaissance, ça a été pareil. Crise financière violentissime, belle époque. Aussi, c'est pas un peu comme d'habitude. À part cette concurrence avec l'esprit humain que personne n'avait modélisé avant. Et on a un nouveau... Alors, quand on est dans la révolution scientifique, on parle beaucoup d'R&D. C'est les directions R&D, on parlait beaucoup R&D. Maintenant, il n'y a même plus de conférence annuelle des directeurs de la R&D. Vous voyez, ils sont un petit peu passés au deuxième plan. En période techno, on parle d'innovation, révolution technologique, maîtriser les technos. En phase de synthèse créative, on parle de progrès. Dans le monde entier, le mot qui s'impose, c'est progrès. Je vous montrerai référence sur le web, vous allez voir. Entre la technologie, le progrès et l'innovation. Les gens veulent que ça délivre du mieux-être, qu'ils aient moins mal, qu'ils vivent mieux, qu'ils aient du boulot, que les transports soient pas fatigants, qu'ils soient bien logés, qu'ils aient une bonne santé, et tout le barda. Ils vont pas... Personne ne tombe amoureux d'un wireless access protocol, si vous voulez. Alors, généralement, ça se fait en deux temps. Premier temps, application directe des technos, comme la clé USB. Invention chic, je mets, c'est plus efficace qu'un CD. Ça mène à ce qu'on appelle des nouvelles briques technologiques, on en a plein. Première étape, le low cost. J'enlève les vieilles briques, je mets des nouvelles, et je fais moins cher, la même chose, moins cher qu'avant. EasyJet par rapport à Air France. Je fais les réservations directes par le web, je passe. C'est la vague de ce qu'on appelle low cost hard discount. On peut faire comme avant, nettement moins cher, parce qu'on a des briques qui délivrent mortels. Bon, donc on les met. J'accède pas cher. Deuxième temps, généralement, synthèse des innovations radicales. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues. On dit avec tout ça, on peut repenser complètement le système. On arrête de mettre des bouts, de changer des bouts, de juste passer sur la téléphonie sur IP, tout ça. On quitte la rationalisation pure pour passer en création. C'est là où normalement délivrent les emplois. Quand on crée l'industrie automobile, quand on crée l'industrie électrique, quand on crée le téléphone, là ça délivre. Bon. Alors, et vous voyez cette vision, là elle est reprise par un groupe américain, vous voyez, sur un siècle, il vous dit, oui, du manufacturing, distribution, information, customer, synthèse créative, et généralement la société, c'est là qu'elle apprécie. On dit, belle époque, renaissance, elle voit des choses qu'elle n'a jamais vues. Un vaccin, on soigne la maladie avant de l'avoir, enfin ça délivre, mais voilà, c'est un côté merveilleux. Mais ça n'arrive qu'à la fin, on dit, attendez, ça va venir. Bon. Et voilà aussi d'autres présentations chinoises, l'âge des computers, l'âge des réseaux, human-centric, le mot qui vient partout sur Terre aujourd'hui. Est-ce que c'est human-centric? Oui, non. Si c'est un nouveau protocole, on s'en tamponne, franchement, ce n'est pas le problème. Remettre l'individu au cœur du système, qui est aujourd'hui le grand enjeu. Je vous montre deux produits qui sont en bêta-test. Je les ai pris venus de France. CyberTeacher, apprendre une langue étrangère à son insu, comme vous avez appris votre langue maternelle sans que votre maman vous donne de cours. Vous voyez, c'est la beauté du diable. Ça a été racheté d'ailleurs par Berlitz. Ipseo, des Silor, un système de vision uniquement pour votre vue. 500 variables personnelles. C'est pas corrigé plus 1, moins 2. Les gens, ils apprennent et puis ils veulent repartir avec. C'est fait pour eux. Personne sur Terre n'aura les mêmes. Donc il arrive des produits à tomber par terre. Je vous en montre quelques-uns pour montrer que l'interprète automatique, on a remis un prix à la Sorbonne, lors de la rencontre nationale des directeurs INO au mois de mai, à Samsung, pour le premier S-Land Translator. D'un côté, vous parlez d'une langue, ça dit de l'autre. 37 années de recherche, quand même. C'est pas... Les synthèses créatives lourdes, elles sont basées sur un sacré pack. Voilà, et vous voyez des démonstrations qui ont été faites partout dans le monde avec des voyageurs, vous voyez. Ah non, c'était pas la bonne. Vous parlez en français, il entend en chinois, il vous répond, il vous retourne en français. C'est l'application d'ailleurs qui est la plus utilisée sur Galaxy 4. Le cœur artificiel, vous avez vu, ça a délivré, on a remis un prix il y a 5 ans. 28 ans d'R&D quand même. 360 techno génériques, c'est pas juste digitalo-digital, c'est pas geek.
Hein, ça veut dire que c'est vraiment inséré dans la société. Hein, anticipation, 12 millions. Les 5 premiers sont déjà 40% moins chers que une greffe classique. Hein, donc c'est du solide et c'est du lourd. Chirurgie non intrusive, on va passer à 90% de non intrusif pour sortir de l'hôpital le jour même. On ne mesure plus un hôpital en nombre de lits. Hein, c'est ambulatoire et c'est vital parce que sinon les hôpitaux vont se casser la gueule à cause de l'argent. Le premier institut mondial, vous voyez là, il était encore en maquette mais il vient d'être fini. L'Institut mondial de la vision fait voir des aveugles de naissance, ce qui n'était jamais arrivé. Hein. On met une matrice CCD sur la rétine, on connecte à un nerf, même si ce n'est pas de nerf optique, et le cerveau fait son travail d'interprétation. Hein, voilà, je vous montre l'arrivée de l'exosquelette, hein, soutenu par 35 000 jeunes handicapés dans le monde qui ont eu un accident de moto, d'auto, de sport, qui ont dit tu vas être toute ta vie dans un fauteuil roulant. Ils ne veulent pas être toute leur vie dans un fauteuil roulant. Hein. Là, ils partent en randonnée avec leurs copains pendant 2 heures, donc c'est une révolution copernicienne. Comme d'habitude, aucun fabricant de fauteuil roulant n'est sur les exosquelettes. Ils connaissent trop bien le fauteuil. Hein. Moi, je connais handicapés, les fauteuils roulants. Ben oui, mais là, on doit faire un saut quand. Hein. Voilà. Oubliez le fauteuil et voir si on ne peut pas faire autre chose. Hein. Voilà, robotique, vous voyez Nao et Roméo. Hein, et Roméo, il peut soutenir une vieille dame si elle est en faiblesse. Nao, il est gentil, il est petit, mais il est trop petit pour soutenir une vieille dame. L'arrivée ici, voilà. On a fait une visite à la première usine au monde de médicaments génétiques qui a été ouverte au mois de mai, première au monde sur le plateau de Saclay. Donc vous voyez, un star de la chanson, le petit gamin va avoir une injection qui va lui soigner en une fois et définitivement. La nature s'est trompée, on fait une correction de ce que la nature avait mal vu, en utilisant le virus du sida désactivé comme vecteur pour aller mettre le lien. Enfin, c'est la beauté du diable. Alors la première injection, c'est 325 000 €, mais c'est la première. Hein, c'est le début de l'histoire. Le deuxième, l'usine sera chinoise dans 5 ans. Donc il arrive des choses, c'est long à faire, c'est compliqué. Si vous avez le nombre de gens et de compétences qu'il faut rassembler pour faire ça, c'est pas juste jouer avec une appli qui aime la brioche dans le 11e. C'est pas une blague, c'est ce qu'on a montré dans un truc d'évaluation pour financer. C'est bien, mais travailler un peu plus, aller voir les infirmières aussi, aller rencontrer les personnes âgées, sûrement. Hein, ça ne fera pas de mal. Dans l'enseignement, c'est moi je ne pensais pas dépasser 100 000 élèves, on les a plus que dépassés. Hein, parce qu'on peut enseigner dans la terre entière et n'importe quel contenu arrive en 0 secondes 0,05. Hein, O3B, je finis sur celui-là. O3B, ça veut dire Other 3 billion, les autres 3 milliards. Les autres 3 milliards de personnes sur Terre qui n'ont ni le téléphone ni l'Internet. Hein, le monde entier s'est regroupé pour ça. Vous avez Google, vous avez Ariane Espace, vous avez les meilleurs du monde, HSBC, on dit on va délivrer l'accès Internet et téléphone pour 50 cents par an sur la Terre entière. Voyez. Hein, et le coût du système, c'est 2,5 milliards. Il y a 7 ans, Iridium, c'était 7 milliards. Donc, voilà, il arrive des choses vraiment qui dépotent à la hauteur de la vague scientifique et technique que l'on a. C'est des grands business models. C'est ces gens-là qui pèseront General Electric dans plus tard, ou General Motors, ou PSA, ou choses comme ça. Hein, ils arrivent, mais quand on fait les calculs, ils n'arrivent pas en temps réel pour compenser. Aujourd'hui, si on veut en France, on supprime 2 500 000 emplois. Par simple rationalisation. C'est facile à faire, je vous garantis, on sait qui, où, comment. On ne cherche pas à accélérer, hein, parce qu'on dit, voilà, problème de question, on les met où? La sécu, il n'y a pas besoin, même plus besoin de sécu. On ne va pas découper avec un cutter, un petit truc sur le machin pour le coller sur une feuille verte. Hein, on dit avec la puce, franchement, ça va dire, vous bougez même pas, vous n'avez rien à faire. Hein. Alors, difficile passage de la révolution technologique à une ère de progrès. Et là, la France est en retard. Moi, j'ai dans le monde entier, dans des conférences, un peu partout, à Sao Paulo. Les Français ne parlent que de techno, le techno-chiant, la française. Ils ont imposé à la terre entière le concept de progrès au XIXe siècle, à tout le monde. Prenez pas progrès, c'est une balle dans la tête, hein, c'est fort. Les Brésiliens, quand ils ont adopté la constitution France-Amérique, c'est ordre et progrès sur le drapeau. C'est dans la constitution turque, bon, en disant c'était Pasteur qui menait le truc, progrès, hein, on va y aller, science, technique, académique, on suit, et on va améliorer les choses. Pas tout d'un coup, mais on y va. Hein, une maladie, pof, vaccin, hop, suivante, voilà. Vision progressiste à la française. On disait, mais c'est avant la guerre de 14, avant la guerre de 40, qu'on laissait des traumatismes assez lourds. On dit, si vous êtes contre le progrès, vous êtes français né dans les années 50. C'est pas vrai? Ah, vous voyez, il n'y a que ces gens-là. Ailleurs, les autres, ils trouvent que c'est bien que les gosses à l'école, c'est bien que... Vous voyez, progrès, c'est bien, c'est mieux que le seul fait de faire innovation. Innovation, c'est d'introduire le nouveau dans la société. Ça peut être une nouvelle bombe, hein, ça peut être un nouvel emmerde, ça peut être un nouvel impôt. En fait, le nouveau en soi n'est ni bien ni mal. Hein, il n'est pas là. Alors,
D'un côté, l'innovation, d'un côté, on a les technos. Bien. Il y en a, vous allez voir, il y en a des caisses. Hein. De l'autre côté, il y a la vie. Toute l'innovation, c'est transformer des mégahertz en bonheur, hein, ou ce que vous voulez, hein, des matériaux composites, des 1 et des 0, en des emplois ou quelque chose qui fait plaisir aux gens. La vie. C'est-à-dire passer d'une technologique, à droite, hein, une psychologique, une anthropologique, une sociologique. Alors à droite, c'est compliqué, mais on est quand même en sciences exactes. C'est un Pentium 4 version pop art, mais vous pouvez zoomer, vous comprendrez. À côté, oh là là, mec avec son cancer, avec sa femme qui se casse, ça arrive au plus haut niveau d'ailleurs, hein, son chômage, ses gosses, son repas, sa maison à payer. C'est compliqué hein, d'aller au vent des gens. Je veux vous dire, c'est la grosse partie du boulot. Puisqu'innover, c'est améliorer la condition des gens grâce au progrès des connaissances. On peut rester en disant, moi je fais juste du haut débit, vous vous démerdez après, quoi. Les gens, ils ne vont pas défiler dans la rue en disant, je réclame du haut débit. Hein. Ça, on n'a jamais vu, ça. Et ils veulent un peu plus. Et en plus, il faut créer de la valeur, au passage. Il faut améliorer, recréer plus de valeur qu'on en a détruit. Ça met la barre assez haute. Alors, il y a un grand analyste qui était Max Weber, sociologue, en 1913, il a écrit « La technologie a désenchanté le monde. Et on ne s'en remettra pas, c'est avant la veille de la guerre de 14. Il a dit pour les gens, c'est devenu illisible, c'est incompréhensible, ça ne va pas dans leur sens, on a trop dérivé, disait-il. Alors, côté poussée scientifique et technique, mais moi, quand j'étais chercheur au CNRS, quand j'étais petit, il y avait 5 millions de chercheurs dans le monde. Là, c'est les chiffres fin 2012. On va corriger 2013. On tourne à plus de 1 million de nouveaux chercheurs par an, aujourd'hui. Par an. Dont moitié de Chine, parce qu'ils en ont 1,7 million, ils en veulent 4,5 millions tout à faire cessante, mais les Indiens aussi, les Russes aussi. La population de la Belgique fait de la recherche, hein, pour vous dire. 22 articles scientifiques par jour, je parle d'articles scientifiques, comité de lecture et tout le barda, 4,5 millions par an. 2 millions de brevets délivrés par an, on était à 1 million il y a 6 ans. On a passé 2 en 5 ans. 8,5 millions de brevets actifs. Rien que les lire, hein, vous voyez. Un tiers d'entre eux perdent toute valeur dans le trimestre suivant son dépôt, déjà dépassé par quelque chose d'autre. Le taux d'utilisation, un brevet rapporte plus qu'il n'a coûté de 0,6% aujourd'hui. Donc vous voyez, ça pousse. Et beaucoup de gens sont sur les mêmes choses. Maintenant, on peut analyser tous les labos qui travaillent sur un même sujet. Par exemple, matériaux de la haute température, environnement moteur, auto, 860 centres de recherche dans le monde. Il y en a 15 qui font 2 tiers des avancées. Les autres ne sont pas inutiles. Si vous avez des tests à faire chez Tata, autant le faire à l'université du coin. Mais enfin, ça ne fait pas avancer le monde du même niveau. Donc, c'est devenu très transparent, la recherche. Ça se rationalise. 1 250 milliards, 110 000 revues scientifiques. Et tout ça va doubler en 10 ans. Pensez, encore il y a 10 ans, que ça doublerait en 30 ou 40 ans. Essentiellement à cause des émergents, qui rattrapent. Ce qui est assez... Et du coup, les grands disent, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on ne va pas se laisser bouffer la laine sur le dos, donc on en rajoute 3 caisses. Et donc, on est parti dans un rythme. Et le problème, c'est que l'essentiel de ça ne va pas dans la société. Edgar Morin dit, c'est le problème fondamental. La rupture entre le progrès des connaissances et la délivrance dans la société. C'est déjà dépassé quand on se pose la question. Et donc, il faut trouver un moyen, et là, c'est l'innovation. Et le problème, il y a de la science et de la techno, personne ne tombe amoureux d'un techno. Vous voyez, la dame, c'est peu vraisemblable qu'elles sont en train de rêver d'un nouvel accès de proto. Puis le retour, il va être remplacé par de la 4G vite fait, donc elle serait très malheureuse, en plus. La technophilie ne mène nulle part. Hein, voilà. Ce qui va définir le fait que ça marche, c'est que c'est accepté par les gens. Alors, si vous faites du marketing, on dit faites des produits et des services à forte valeur ajoutée utilisateurs. Merci. Ça veut dire connaître ce qui a réellement de la valeur pour les utilisateurs. Les utilisateurs, ils sont compliqués, ils sont intelligents, ils sont subtils, ils sont... 2 tiers des innovations sont rejetées par le marché, quand elles sont mises sur le marché. Vous allez dans un hypermarché, vous allez au Auchan du coin, vous voyez nouveau, sachez que 2 tiers vont dégager dans les 3 mois. Nous n'avons pas trouvé que ça améliorait beaucoup. Hop, dégagé. Hein. Et donc, savoir comment les gens vivent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, c'est la partie la plus délicate. À la Renaissance, on a bâti les grands principes de l'innovation moderne. 4 objectifs, améliorer la condition humaine, améliorer la relation entre les hommes, ils ont tendance à se cartonner, améliorer la vie dans la cité, essayer de reconstruire la cité idéale, améliorer la relation à la nature. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de changement sur les points. Vous voyez, c'était ça. L'homme mesure de toutes choses. Des habitats qui lui conviennent, l'améliorer sa santé, lui enseigner, lui faire savoir où il se trouve dans l'univers. Les philosophes, Dieu s'il y croit, enfin bref, une vision idéalisée de l'homme. Nous, dans le monde entier, on fait de la formation sur une approche humaniste née de la renaissance de l'innovation. C'est ce que les gens attendent. Hein. Aujourd'hui, on revient à la même chose. Imaginez qu'on enlève People, là. Vous avez 42 technologies web.
On dit l'avenir, ça sera Ajax, mais la plupart des gens croient que c'est un détergent déjà, ça démarre mal. Mais non, ça ne peut pas être Ajax ou RSS. C'est-à-dire, quand on a autant de techno qui balayent tout, où les gens lisez Yahoo News, vous avez la technologie, vous aurez le MP204 remplacé par trucs sous version XP en 360, balancement 36 GHz. Les gens vous disent, c'est un emploi? Non. Pas pour l'instant, par le techno. Pas emmerder le monde non plus. Moi, je l'ai vu avec des Japonais qui sont venus en disant, nous, on travaille beaucoup sur les attentes profondes, comment améliorer la vie des enfants, des petits-enfants, et puis des personnes âgées. Ils voulaient rencontrer des gens qui travaillent là-dessus sur le plateau de Saclay. On dit, mais attendez, ils n'ont rien à foutre des gosses et des vieux au plateau de Saclay. C'est pas leur problème. C'est pas d'avoir la méga joue, le machin, mais pas les gosses et les enfants. Puis il n'y a pas de lieu pour ça, il n'y a pas de garderie, il n'y a pas de truc de vieux. Enfin, alors j'en ai parlé, on a le campus Paris-Saclay qui est parmi les membres du club de Paris. Il dit, si, maintenant il y en a. Bon, ben oui, mais c'est récent, puis il n'y en a pas beaucoup, puis ce ne sont pas les meilleurs pour l'instant. Enfin, entre nous. À un moment donné, il faut quand même être du côté des gens, parce que sinon, ils vont se fâcher. Alors, voilà ce que dit en plus Steve Jobs. On sort Steve Jobs. Steve Jobs dit, si vous partez des technos et vous cherchez des applications, c'est sans espoir. Vous devez partir des gens de leurs besoins profonds, ramasser les technos disponibles et les mettre à leur service. Comme là, vous avez 800 000 applis, et pour moi, voilà. Si vous faites le contraire, c'est perdu. C'est les 800 000 ou 1 million d'applis à 0,2 emplois par appli. Et le gros est là. Et lui, c'était son obsession. Et souvent, on le rappelle aux gens. Alors, il vous dit, l'innovation est technologiquement neutre. Alors ça, c'est un truc. Mais comment ça peut être technologiquement neutre? Mais il dit, progrès des sciences et des techniques, on ne l'arrêtera pas, il est toujours. Il voulait racheter RIM, Research in Motion, il fait le BlackBerry uniquement pour le nom. Il adorait le nom, Research in Motion. Il dit, la recherche, elle va toujours continuer. Le problème, moi, en tant qu'entreprise, c'est de mettre le plus rapidement en temps réel le service de cette recherche au service des gens. Dans un an, on aura trouvé d'autres choses. On fera autre chose. 6S, c'était semestre au début. Mais moi, je mets au service des gens et je fais ramasser tout ce que je trouve. Et il a changé le mode. Exemple, ici, vous avez des banquiers. Vous voyez, il est inquiet, c'est un banquier. En ce moment, bon. Vous voulez faire un ordinateur pour un banquier, ça vous donne ça. Vous voyez, alors on peut dire, mais c'est lié, l'ordinateur, il est comme ça à cause des techniques ou à cause du banquier? Bon, c'est plus... Alors, vous voyez, je prends d'autres personnes. Ces petits-enfants, moi j'adore enseigner au Brésil, ils sont amazoniens. Faites un ordinateur, c'est ça. Voilà. Et si vous mettez ça pour les banquiers, franchement, déjà que c'est pas facile. Faut pas les... Mais celui-là, il est beaucoup plus compliqué que l'autre. Il tient à 100% d'humidité. Il y a une manivelle parce qu'il n'y a pas de prise de courant dans l'Amazonie. Il doit être très solide. Et c'est les mêmes composants. Il n'y a pas de différence technologique notable. On adhère aux mêmes composants. Le produit et le service, il est plus lié à ceux à qui on s'adresse qu'à la technique qui, elle, est la même. Si, il peut y avoir une filière française, allemande, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. L'essentiel vient des gens. Et en ce moment, ça se passe le plus mal que ça soit passé depuis plus de 50 ans. Philips, par exemple, mais d'autres font des grandes enquêtes tous les ans sur est-ce que les gens sont satisfaits des produits et des services nouveaux. 5000 personnes. Le pire, les gens, pas du tout, mais pas du tout. Ils disent, ça n'améliore pas la vie. Plein de gadgets, ça n'améliore pas la vie. Alors, mais ne jamais sous-estimer la capacité des autres à vous décevoir. C'est avec un groupe d'ados, ils ont sorti ça, bon, en disant, c'est pas un technologie gap. Les gens disent, non, les technos ont l'air bien, c'est rigolo et tout. Mais par contre, ça ne nous améliore pas la vie. Il y a toujours d'aussi tant d'embouteillages, le RERB, je ne vous en parle même pas. La santé, ces trucs, il faut faire des... Bref, concentrer l'innovation sur l'amélioration réelle de la vie des gens individuellement et de la vie en société, incluant emploi et société. Sinon, ils vous couperont les crédits à un moment, comme ça arrivait aux États-Unis. Alors, on a le pays le plus pessimiste de la Terre, ça fait 8 ans. Les gens, alors vous avez dit, mais avec tout ce qui arrive, 12 millions de chercheurs, mon Dieu, 110 000 revues scientifiques, des publications, si on pleuvait. Alors faites attention, quand les Français ont disparu des téléphones portables, Sagem, Alcatel et Matra, c'est la période où on a le plus progressé en brevets et publications sur les téléphonies mobiles. Alcatel reste le numéro 1 des brevets sur la téléphonie mobile devant Samsung. Il faut bien croire qu'à un moment, ça n'a pas bien relayé entre l'avancée scientifique et technique et la réalité industrielle, sociétale. Ce n'est pas ce que les gens attendaient. Alors, je vous montre. On se la joue big data, là, 5 minutes, vous voyez, pour dire des outils modernes. J'ai regardé la semaine dernière pour vous. Évolution des requêtes sur Internet à partir de France sur 3 mots. Progrès, innovation, R&D. Juste pour info. Vous dites, oui, mais nous, on est plus... Non, alors vous, c'est bien, parce que j'ai vu un truc, là. Donnons un sens à l'innovation. Vous êtes dans le système français, vous êtes avec la machette à l'avant, parce que. Alors regardez
Regardez, 5 ans en France, dans le monde entier, nous, tous nos cours, ça s'appelle gestion du progrès. Maintenant, on dit innovation, c'est ringard. En France, non. Alors regardez, évolution, requête, technologie, requête, progrès. Hein, juste pour voir. Et dans le truc, progrès dans la santé, progrès dans l'allongement de la vie, les gens veulent que... Est-ce qu'on peut... En ce moment, il y a les auditions à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a le droit de reparler de progrès? Ben oui, tout le monde le fait, hein, partout. Hein. C'est ce qu'ils veulent. Hein, ils veulent que ça délivre. Hein. C'est un objectif de raison. Donc, vous voyez, décalage. Et l'essentiel des échecs français en high-tech sont liés à ce qu'on appelle marketing. Mais le mot marketing ne me convient pas parce que derrière ça, c'est sociétal. Scientipol, on a fait l'analyse, 10 ans de Scientipol, un système qui soutient toutes les startups les plus puissantes, les plus belles, les plus X-Min, les plus... Bon, hein, on a dit on prend que les Scientipol, ceux qui sont nés de la science. Bon. 10 ans, 600 ont été aidés, hein, 80% d'échecs marketing. Un foutu de rentrée. Âge moyen pour passer 1 million de chiffre d'affaires, 6 ans et 9 mois. Record du monde, pas du rapide. Il ne faut plus dire start-up, là, il faut dire start cool. Bon, start down, je ne sais pas quoi, mais pas start-up. Bon. Donc, vrai problème, c'est un problème majeur de faire des produits que la société attend et qu'attendent en plus les pays émergents. Hein. Voilà, c'est ça les lieux d'innovation. Pour la société, il n'existe que les lieux de vie. À la cour de l'école, à l'hôpital, dans le stade, dans le bureau. Hein, sur le lieu de loisirs, vous verrez avec les gens qui font du sport. Là, service public, on forme les hauts fonctionnaires et leurs ministres. Là, vous avez la Sécu, là, vous avez la NPE, hein, avec Pôle emploi. Ici, vous avez un tribunal, il faut 3 ans et demi pour être jugé le moindre truc, et l'école. Les gens vous disent non, ça ne va pas du tout. Hein, donc, il y a du boulot, hein, je peux vous dire, si vous voulez innover, il y a de la marge, hein, on peut y aller, quoi. Et puis alors, dans les transports, il y a une grosse marge, hein, je peux vous dire. Bon. Alors là, on peut y aller, hein, sur le transport, il y a de la marge. Hein, habitat. Les Français paient 24% pour leur habitat, c'est 14% en Allemagne et en moyenne dans le monde 18%. Hein, donc il y a de la marge, les gens ne sont pas contents, ils sont mal logés, ça coûte trop cher, beaucoup de boulot là. Alors les vieux, c'est un problème. Tout le monde est passé, ils font que les seniors en ce moment, au point qu'on oublie les ados. Et eux, ils ont peur de mourir, de vieillir, enfin je passe. Hein. Alors là, le surendettement, enfin les sujets d'innovation sont multiples si on s'intéresse. Là, le lieu, on forme les patrons des CHU. Tous les hôpitaux s'en dérivent, la Sécu, c'est vital d'innover. On voit bien que le mec, là, l'homme mesure de toutes choses, human-centric, c'est pour de rire. Hein. Bon. Puis on lui rappelle qu'il est aux aides sociales, qu'il n'emmerde pas le monde non plus. Hein. Voilà. C'est ça, c'est dans la vie réelle que ça se mesure. Hein. Vous voyez, un des meilleurs programmes innovation en Angleterre mené par Design Council, c'est innovation pour la dignité des patients. Hein. Ça, c'est un vrai sujet. Hein. Et puis alors, les patients, ils ne sont plus patients du tout. C'est-à-dire toutes les associations de malades ont pris le contrôle des filières d'innovation, figurez-vous. Parce qu'ils s'entendent, ils se reconnaissent sur le web, l'homéopathie, tout ça, ils se bardent avec des prix Nobel, qui disent on évalue vos trucs, c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien, hein, parce que nous, on a ras-le-bol, quoi. Association d'aveugles, association de passagers pour les avions, hein. Et l'influence, vous parliez créativité, du design thinking, qui a ramené les universités américaines dans la vision du monde. Ils ont eu le même problème il y a 10 ans. Hein, en disant, avant de donner vos idées, les petits gars, là c'est en Chine, on comparait Chine, Amérique latine, Stanford, Allemagne et autres sur les logiques. Concevoir, ça veut dire penser conception, je conçois pour qui? Donc d'abord, je fais de la compréhension, de l'empathie, je vais voir les vieux, voir je les associe, ils sont vieux mais pas cons, hein, j'observe, je définis et après je vois ce qu'on peut faire pour eux. Voilà, je finis là-dessus. Hein, donc, très important d'aller auprès de la société. Moi, je vis mal le fait que la France passe pour un des pays les moins humanistes de la Terre aujourd'hui, tellement apparemment, elle ne se préoccupe pas. Hein. Alors, je vous montre juste des chiffres. Alors, l'arrivée des utilisateurs dans la conception, c'est un phénomène, c'est une vague de fond, il faut l'intégrer. Alors, je vous montre juste, moi, je viens de décrire le Brésil. Le Brésil, c'est le pays le plus web de la Terre. Vous ne pouvez pas faire plus web que le Brésil. Vous voyez, en France, on passe 4 heures sur le web, début janvier. On a aux États-Unis 5 heures, 1 heure de plus. Au Brésil, 6 heures. Hein, tout fait par le web, c'est une nette génération. Hein, 2h26 hein, sur portable. Vous, votre gosse qui est tout le temps dessus, c'est que 0h58. Hein. Alors, voyez, France, utilisation des médias sociaux. États-Unis, Brésil. 5 fois plus. Tout le monde est sur le web. Donc, vous ne pouvez pas faire plus. C'est la France dans 10 ans. Hein. Et pourtant, tout le monde a défilé dans les rues pour dire, maintenant, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les transports. Hein, vous voyez, partout, des transports publics de qualité, de la santé, hein, de l'habitation, etc., de l'éducation de niveau, partout, hein, dans le monde des hôpitaux, de l'éducation.
Innovation gap, alors il y a un gap, c'est vrai, j'aime pas cette théorie de l'innovation gap, c'est comme celle du genre. Alors, en ce moment, Silicon Valley est traîné dans la boue, pas ici, ça reste le mythe. Mais alors aux US, on dit, mais alors vous délivrez plus rien, vous êtes péteux comme ça, geek jusqu'à l'os, vous faites du digital au digital, entre vous, hein. Vous voyez, la diminution du poids des startups aux US depuis 12 ans, le renouveau américain n'est pas porté par les startups, hein, d'une façon globale, il est porté par le renouveau des grands groupes. General Electric revient très haut niveau, Boeing, 3M, Dupont, etc. Au niveau start-up, ce n'est pas terrible. On va dire, oui, mais il y a Google, mais il n'y en a pas 36. Hein. Vous voyez, création d'emplois par les start-up aux US. Alors, l'université Stanford a fait une corrélation, plus on tweet, moins on entreprend. Bon. Voilà, vous voyez l'évolution, ce n'est pas l'idée que vous vous faites des US, mais sachez que les US, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Hein. Et donc, voilà, tout le monde dit innovation gap. Par rapport à la théorie de la destruction créative, on n'a pas la création au niveau qu'on a eu d'habitude, entre guillemets. Quand il est arrivé l'automobile, l'aéronautique, le cinéma, les médicaments, enfin tout ça, vous voyez, les réseaux de téléphone et tout, là on dit mais c'est quoi les nouveaux secteurs? Des applis? Mais là on est dans du technico-mini, c'est du mini-techno, c'est pas du truc comme ça. Et aujourd'hui c'est la théorie officielle en France. Lorenzi a fait un papier dans les Échos, il s'occupe du cercle des économistes, il a dit oui on a bien Innovation Gap, mais lui, il va beaucoup plus loin. Oui, ça y est, je finis. Il vous dit, on ne recréera pas d'emplois, ça va jusque-là. On vous dit, c'est fini la croissance créatrice d'emplois. Ça va loin, non. On a un décalage de faire des produits utiles pour les gens, donc tout un truc sur clause. Le président a dit aux startups, il a pris les meilleurs avec Harvard Business School, refaites-nous des business models qui dépotent, qui créent déjà au moins votre propre emploi pour démarrer, parce que sinon, on va t'aider. Et voilà, je finis, c'est une réunion qu'il y a eu à Silicon Valley au janvier. Hein, il a invité, en fait, les 600 PDG des startups qui ont dépoté depuis 25 ans aux US. Il les a fait bosser 2 jours, en disant, vous nous dites ce qu'il faut pour relancer la machine. Qu'est-ce qui vous empêche de croître plus vite, plus fort, etc. Je vous invite à aller voir les résultats, je ne les présenterai pas là, parce que même, y compris aux US, on voit que c'est pas... Alors après, renaissance américaine, si vous voulez, ce que je crois, comme les économistes du MIT, c'est que pour faire le break, alors on a même demandé au patron de Google, qui a dit oui, il y aura des emplois nouveaux, ils vont venir. On a dit alors c'est la fin, ils viendront dans quoi? La santé, le transport, l'éducation, il cite. Même chose. Aujourd'hui, Google, 45% de sa recherche est uniquement santé. Hein. Ça va devenir un groupe qui est bien loin de son origine web. Hein. Voilà. Et le besoin, il est un gigantesque besoin de formation. Et pas que vers les élèves, vers les gens qui sont les métiers qui ont besoin d'intégrer ces nouvelles technos, ils savent quoi en faire s'ils les comprennent. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention.